Donc, House by the River, 1950, enfin sortie 50, tournée en 49. Disons, dernier film de Fritz Lang dans le cycle ou enfin, la continuité du film noir. Donc après, il va revenir à des films beaucoup plus sociaux, et beaucoup plus critiques, beaucoup plus, disons, directement réalistes. Et là, le film est tout à fait intéressant, justement parce que c'est une sorte de film de fin à plusieurs niveaux. Fritz Lang, bon, par rapport à ce qu'il a été en Allemagne, et qu'est-ce qu'il a été au tout début de Hollywood, avec Fury, etc., où il avait été quand même considéré comme ce qu'il était d'ailleurs l'un des grands cinéastes de l'époque. Peu à peu, tout le système d'Hollywood fait qu'il au fond, ne s'adapte pas vraiment à Hollywood, et surtout Hollywood, au fond, ne comprend pas ce cinéaste qui est extrêmement violent dans sa façon enfin, de pratiquer son statut de cinéaste, et qui en même temps a toujours des idées extrêmement bizarres qui déconcertent tout le système hollywoodien. Donc on s'aperçoit lorsqu'on regarde bien son œuvre que la période 40-50 va peu à peu enfin, manifester la sorte de désintérêt que le système d'Hollywood porte à ce cinéaste. Et même si vous regardez bien le film, enfin ça vous ne le savez pas parce que vous ne connaissez pas tout le système hollywoodien, vous apercevez que le film est produit par République, et République, c'est la dernière maison de production d'Hollywood. C'est la maison de production pour les films, enfin les navets, quoi, disons. Alors là, Lang est obligé de faire ce film. Et évidemment, c'est une façon que l'on a peu utilisée de regarder l'œuvre de Lang sous l'angle de la comédie, ou plus exactement de la distanciation, où on inverse complètement le propos et on joue le trémolo, alors qu'en fait on est extrêmement, je dirais, très vache sur ce qu'on est en train de tourner. Et le film ici est une merveille dans ce sens-là, puisque d'emblée il retourne, dès le départ, il retourne la situation. C'est-à-dire, nous avons affaire à un romancier, bon, donc un romancier qui doit inventer des histoires et qui doit justement prouver à quel point il est un auteur de grande qualité dont l'imaginaire est évidemment très sérieux. Or, d'emblée, on nous en fait un écrivain totalement raté, qui est absolument nul dans sa construction. Et à ce moment-là, on inverse le propos. C'est donc qu'on ne va pas adapter l'œuvre de ce romancier. On va faire en sorte que le romancier est obligé de devenir l'œuvre. Donc à ce moment-là, donc, on joue le jeu inverse. On ne parle pas d'un criminel qui serait le héros de son roman. Il devient le héros de son film, enfin de ce film, et c'est lui le criminel. Bon, alors à partir de ce moment-là, évidemment, Lang continue à retravailler et à redisposer et à repenser et à réassumer son sujet principal: culpabilité, innocence, culpabilité. Et ici, nous avons donc un personnage a priori, à la base, au tout départ, dit innocent, et qui va se révéler et être pas obligé. Il va se plaire et se complaire à manifester sa culpabilité. Oui,
enfin je peux être un criminel. Et je vais montrer que je peux être un criminel puisque j'invente un roman, et qu'à partir de ce roman, je m'innocente totalement, et à ce moment-là, donc, je trouve un criminel. Je trouve un criminel, donc à ce moment-là, j'obéis à la dramaturgie romanesque, la dramaturgie théâtrale manque une importance, c'est romanesque, et à ce moment-là, il faut que je me dédouble. Donc si je me dédouble, il faut que je trouve un criminel. Donc si je trouve un criminel, il faut que ce soit quelqu'un de proche de moi. Donc ça sera à ce moment-là mon frère, etc. Et tout le film est construit de cette façon, de plus en plus improbable. Et le génie de Lang, c'est qu'à la fin, il réussit quand même à rendre très probable une chose qui est tout à fait improbable. Ça joue de plus en plus sur l'ironie, ça joue aussi de plus en plus sur la construction extrêmement savante des plans où au départ c'est tout à fait banal, etc. C'est un peu le système du cinéma hollywoodien des années justement 40-50, et peu à peu ça redevient languien dans la façon de traiter les couloirs, les lumières, etc. Et aussi le jeu des personnages, enfin des acteurs si on veut, et à ce moment-là, il vous arrive à cette espèce de fin qui en effet ridiculise tout. Alors tout redevient comme toujours chez Lang, tout joue à fond. Les éléments, par exemple, l'escalier, la façon dont il travaille l'escalier comme preuve de la culpabilité latente. Et à la fin, par exemple, l'épouse remonte l'escalier, etc. Amusez-vous à regarder comment Lang comment dirais-je, vous compose et vous décompose tout son système et fait évidemment qu'il vous a raconté une histoire d'une totale invraisemblance, mais il vous l'a raconté comme si c'était tout à fait vraisemblable. Donc c'est un film qui est évidemment, malgré tout, assez pervers pour quand même avoir dérangé le public à l'époque. C'est un film qui a eu aucun succès à l'époque, que justement Hollywood n'a même pas voulu faire venir en France. C'est un film qui est arrivé 20 ans plus tard en France. Et il a fallu vraiment que les cinéphiles et les passionnés de Fritz Lang obtiennent que le film vienne en France. Il y a eu d'autres films de Fritz Lang qui étaient comme ça, mais qui, lui, est quand même un chef-d'œuvre immédiatement accepté comme tel, c'est Moonfleet. Moonfleet a mis aussi beaucoup de temps pour être distribué en France et produit et montré en France. Mais ce film-ci, évidemment, n'a eu aucun succès ni aux États-Unis, ni en France. En France, je n'ai pas relu la critique de cette époque-là, mais enfin, le côté navet était quasiment imprimé dans la plupart des journaux, quoi. C'est-à-dire un film qui n'est pas sérieux, etc. Alors moi, je trouve que c'est là où on se rend compte, quand même, un cinéaste qui veut travailler, qui a quand même une maîtrise totale et absolue de son art, et en même temps de son art à tous les niveaux, aussi bien technique et artistique, que aussi dans le jeu des constructions, et en même temps aussi comment dirais-je, des fulgurances qu'il met dans son cinéma. Toujours sur ce thème fondamental, je répète, qui est innocence et culpabilité. Et ici, c'est une démonstration par l'absurde de l'innocence et de la culpabilité. Avec évidemment une fin merveilleuse, puisque en fin de compte, c'est une culpabilité, une infidélité maritale qui viendra rétablir l'innocence. Voilà. Donc vous avez, à la fin, on a trompé le mari, on a trompé le ménage, et en fin de compte, on est innocent, ouf, on est arrivé au bon résultat. Donc, si vous ne voyez pas vraiment le film sous cet aspect-là, et c'est difficile à le voir quand on le voit pour la première fois, car je suppose que la quasi-totalité d'entre vous ne l'aviez jamais vu, c'est tout à fait normal qu'on soit un peu perplexe. Et j'imagine que des gens disent que parmi vous, des gens ont pu se poser la question de qu'est-ce qu'on fait devant ce film? Qu'est-ce que ça veut dire que ce film? Maintenant, je vous laisse un peu la parole, parce que ça vaut quand même le coup qu'on en parle. Bon, alors,
Peut-être question. Ceux qui aviez vu le film, vous ne devez pas être nombreux. Hein. Une personne. Voilà. Vous ne voulez pas te parler, non? Non. Oui, voilà, monsieur. Merci. Oui. Alors, moi, ce serait pour faire une analogie avec un film qui, lui, par contre, Comment ce serait pour faire une analogie. Une analogie. Oui. Avec un film qui, lui, par contre, est extrêmement connu. C'est Noblesse oblige. De quoi le Noblesse oblige. Oui, mais ça c'est le côté anglais. N'oubliez pas que langue est allemand. Absolument, autrichien. Alors, en fait, ils sont autrichiens, Europe centrale, origine juive, etc. Mais fondamentalement germanique. Et en réalité, c'est un cinéaste allemand, même s'il est d'origine autrichienne. Bon, Goebbels lui ont du reste dit, comment nous, les Juifs, c'est nous qui les faisons. Les Allemands, Goebbels, l'ayant convoqué, et lui ont dit... Ah oui, mais voilà, ça, c'est en 33. Nous, ce sont les Juifs, c'est nous qui les faisons. Sais. Voilà, ça c'est très connu. Goebbels, Herr Docteur. Mais non, mais je veux dire que la pensée de la culpabilité chez Lang n'est pas quelque chose d'innocent, d'abord. Parce qu'il a, je pense l'avoir déjà dit, mais enfin je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, qu'en 1918-19, il était déjà en Allemagne en train de tourner, d'être cinéaste, et il a eu un problème avec sa première épouse, et donc il était quasiment accusé d'être le meurtrier de sa femme, et il a réussi à prouver que ce n'était pas vrai. Mais ça l'a laissé quelques traces. Et donc le problème de la culpabilité et de la criminalité, il l'a vécu dans son fort intérieur. Et donc ça a joué beaucoup. Alors en même temps, c'est vrai que politiquement parlant, il a vu arriver l'hitlérisme. Et en 1933, il a pris parti totalement contre Hitler. Il a quitté l'Allemagne et n'est revenu en Allemagne qu'à la fin des années 60. Donc là, il y a eu en effet une révolte politique, c'est exact. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas... bien sûr que c'est le problème de Hitler a joué un grand rôle dans sa vie. Mais ce qui est important, c'est la thématique qu'il travaille depuis le début de son cinéma, depuis le cinéma muet, et justement sur le phénomène de la culpabilité et du crime. Yes. Sur le crime, il va le travailler beaucoup dans tout le cinéma muet et dans sa partie allemande, jusqu'à M. le Maudit en particulier, et même le deuxième Babuse. Et ensuite, quand il est en Amérique, il continue le crime, mais plus du tout de la même façon. Il ne le travaille plus de façon sociale, mais de façon mentale. Donc, on est innocent, je répète, chez Lang, on est innocent d'être coupable. Bon, ce que nous disons tous quand nous avons fait quelque chose, nous sommes innocents d'être coupables, et dans la dialectique, donc, nous sommes coupables d'être innocents. Oui, du reste, non. Et le film retravaille d'une autre façon, justement avec ironie et distanciation, cette logique-là. Et donc, notre personnage croit qu'il va pouvoir affirmer son innocence, et en définitive, et au contraire, il va affirmer sa culpabilité et sa criminalité. Et là, le jeu du crime est parfaitement redistribué, puisque le frère, qui est son double, va être obligé d'assumer le rôle de l'innocence, qui est forcément coupable parce qu'il est trop innocent. Voilà. Oui, du reste, dans M. le Maudit, Comment M. le Maudit, il est jugé par des criminels de droit commun. C'est un psychopathe. M est un psychopathe jugé par les droits communs. Et par exemple, donc dans le tribunal, il y en a un qui dit « Moi, j'ai tué 3 hommes ». Et pourquoi est-il jugé par des criminels de droit commun ? Parce que la police allemande, justement, est très énervée contre, justement, à cause de M. le Maudit et qui est
voilà, qui sort du cadre du crime, qui incarne une autre forme de crime. Oui, mais de toute façon, là, vous parlez de M, bien sûr, Oui. c'est capital. Mais je veux dire que là, on fait un peu une rétrospective de langue. Oui. Et je pense que peu à peu, vous vous rendez compte que vraiment, comment cette thématique Absolument. est repensée dans chacun de ses films. Absolument. Et il ne prend pas chaque fois la même chose. C'est évident que ce qu'il a dit dans M le maudit, et qui est tout à fait passionnant, c'est de dire, en d'autres termes, comment peut-on lutter contre une culpabilité qui vous pousse à tuer alors que vous êtes innocent, vous n'avez aucune raison de le faire, et dans ce coup, vous êtes quand même un criminel. Pourquoi un criminel, psychiquement, enfin quelqu'un psychiquement est obligé de passer au crime? Là, on n'est plus là. Cette pensée-là va être travaillée quand il est aux États-Unis, va être travaillée de plus en plus sur le côté social. Absolument. Pourquoi peu à peu, et en particulier dans la partie qui va commencer à partir de ce film, c'est-à-dire à partir 50-60, à ce moment-là, c'est comment, dans la société, on vous oblige, et comment la société vous oblige à devenir criminel. Et cela en utilisant le système américain, celui de la concurrence. Puisque si vous êtes concurrent, à ce moment-là, vous désirez que celui qui est celui qui a votre pouvoir puisse disparaître et que vous puissiez prendre sa place. Donc ça va devenir en particulier les 2 derniers films de Fritz Lang aux États-Unis. Et en particulier dans cet admirable film, La 5e victime, où on est dans un bureau, un trust si on veut, et où tous les responsables de ce trust sont côte à côte dans des bureaux qui ont des vitres. C'est bien qu'ils peuvent surveiller l'autre pour voir ce qu'il fait, etc. C'est-à-dire que le désir de concurrence, en effet, ne se fait plus ou ne se concrétise plus par le meurtre de l'autre, mais en tous les cas, le désir mental de prendre la place de l'autre, donc de le détruire. Tout le système langien est là-dessus. Ici, ce qui est très beau, c'est que d'un seul coup, il lui faut trouver un innocent, et c'est le frère. Et c'est le frère qui est un infirme, évidemment, etc. Enfin, tout se joue. Après, ça devient extrêmement subtil chez Lang, parce que à chaque fois, c'est comment il retravaille et redispose les choses. Et quand je dis redispose, ce n'est pas seulement que d'un point de vue dramatique, je répète, c'est d'un point de vue visuel, d'un point de vue cinématographique. Et en particulier, une fois de plus, comment les jeux sur certaines données visuelles, en particulier les couloirs, la façon dont les personnages entrent et sortent des couloirs. On est prisonniers du couloir, voilà. Bon, aussi, puisque vous parliez tout à l'heure de M. le maudit, il y a comme ça des éléments pour les très grands cinéastes qui appartiennent à la technologie même du cinéma. Et en particulier, le lieu de la projection là-haut, qui est fait sur une fenêtre qui permet de projeter. Donc, le travail pour beaucoup de cinéastes, c'est par exemple travailler à la vitrine. Pas la vitrine, pardon, la fenêtre. La fenêtre, par exemple, chez Lang, la fenêtre, il faut l'ouvrir. Et quand vous ouvrez la fenêtre, vous avez la vision du monde extérieur. Chez Hitchcock, c'est l'inverse. Vous êtes dans la rue et vous observez la fenêtre qui est là-haut et vous imaginez qu'est-ce qui se passe derrière la fenêtre. C'est-à-dire que votre fenêtre devient l'élément du voyeurisme. Et donc, à ce moment-là, le cinéma de Hitchcock travaille le voyeurisme. Ici, chez Lang, c'est pas la fenêtre qui compte, c'est la vitrine. Et en particulier, rappelez, puisque vous parliez de Fritz Lang, de M. le maudit, dans M. le maudit, la fameuse vitrine qui est célèbre dans le film, mais par exemple ici, vous avez encore une vitrine. C'est-à-dire que les vitrines exposent la possibilité de développer justement son désir plus ou moins criminel ou son désir de révolte, etc. Alors, à chaque cinéaste de réinventer les données premières de sa technologie, par exemple aussi sur les mouvements d'appareil, etc., la façon chez Lang, comme je l'ai déjà dit pour certains d'entre vous, là, chez Lang, tout le travail est fait sur
la constitution même du système cinématographique qui est le mouvement. C'est-à-dire, dès le premier plan, le film se met en marche. Et donc, à ce moment-là, tout le film sera une marche. Et vous ne pouvez pas arrêter le mouvement. Et dans ce film-là, comme dans les autres films. Et ici, je trouve très, très intelligente le tout début du film, où c'est une sorte de mise en place ironique d'un cinéma commercial ou ordinaire, un peu lourdingue, etc. Mais il n'empêche que d'emblée, ça commence par le fleuve. En d'autres termes, donc, toujours l'idée de langue, sur l'idée de l'existence. Et l'idée de l'existence, c'est la vie qui continue. Donc, Héraclite et Parménide. Comment ? Héraclite et Parménide. Oui. Héraclite. Mais excusez-moi de revenir. Excusez-moi de revenir sur Noblesse oblige. Là, il y a une sorte là, on trouve un personnage justement seul, qui est un pauvre petit par rapport à toute une dynastie, tout un ensemble de nobles qui va tous tuer pour devenir le chef de la dynastie, le seul qui reste. Et justement, le rapport qu'on trouve, c'est que vous sortez de prison, très bien, parce qu'on a découvert, vous êtes innocent, et manque de bol, il a écrit sa confession, exactement, comme on trouve sa confession dans le roman à la fin, sauf que dans le film Noblesse oblige, la confession, eh bien, le condamne alors qu'il va être sauvé, alors que là, l'écrit du personnage qu'on voit donc dans ce film, eh bien, c'est son œuvre. Donc on voit l'opposition entre les deux autobiographies. Oui, c'est... Oui, monsieur veut rendre le micro. Pardon. Non, mais de toute façon, tout le système languien fait que, justement, sur cette notion de mouvement, qui fait que, enfin, ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, toute cause produit un effet, qui lui-même se transforme en cause, qui produit un effet, etc. C'est une marche, tout le temps. Donc, jamais rien ne s'arrête. D'où le mouvement d'appareil chez Lang et l'utilisation des mouvements d'appareil. Comment, peu à peu, par exemple, quand on regarde bien le film, au début, tous les personnages se déplacent plutôt horizontalement, et peu à peu, ils deviennent de plus en plus, ils marchent dans la perpendicularisé. Et ils marchent vers nous, ou au contraire, partent de nous. De plus en plus, le jeu de la marche et des mouvements est fait sur une projection, et la notion de projection, là encore, chez Lang, on projette, puisque dans le cinéma, il faut projeter. Et ce qui est projeté, c'est justement les intentions. Ce qui est projeté, c'est le désir. Ce qui est projeté, c'est le crime, ou l'innocence, mais surtout le crime. Et donc, tout le système de Lang fait qu'on est de plus en plus entraîné dans une sorte de culpabilité. Enfin, oui, de culpabilité, c'est ça. On est de toute façon coupable parce que la marche de la vie, la marche de l'existence entraîne cette culpabilisation. Donc le système est un système prodigieux, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire, à quintessencier un élément premier de l'art cinématographique. C'est pas pour rien que on le considère, et tous les très grands cinéastes le considèrent comme tel, comme tout simplement un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. C'est pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'il prend qu'est-ce que c'est que le cinéma et il le met directement et ouvertement en marche. Voilà, ça c'est le cinéma. Et le cinéma, c'est un entraînement irrémédiable. De toute façon, il faut aller au mot fin et il faut arrêter au mot fin, de toute façon. Donc on va au bout et on va au but. Et ça, vous n'avez aucun cinéaste en dehors de lui qui soit aussi violent dans cette construction-là. Bon,
les autres constructions sont tout à fait passionnantes. Quand on a, si vous prenez Mizoguchi, je sais pas, Renoir, Jean de Force, etc., aucune importance. Mais à chacun son système. Et le système languien est un système tout à fait prodigieux parce qu'il, au fond, utilise directement et immédiatement le système même du cinéma. Et il en fait son œuvre. Et il l'illustre entièrement. Alors évidemment, ça devient beaucoup plus passionnant, en particulier lorsqu'il peut attaquer ou s'attaquer à la société et voir comment ça fonctionne dans la société. Là, ça devient forcément beaucoup plus riche. Alors que là, dans ce film-là, bon, c'est à l'évidence une sorte de fuite sur un sujet qui est le sujet de la culpabilité, d'accord, mais qui est une histoire qui n'a pas de vraisemblance dans le réel. Bon, voilà. C'est une histoire qu'on invente. C'est pas une histoire, c'est pas un fait divers réel que l'on utilise. Donc, Lang a commencé par Eblevoudi, d'ailleurs, a commencé à travailler sur des faits divers réels. Mais celui-là, ça ne peut pas être un fait divers. Mais c'est intéressant sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste et la nécessité de l'imaginaire et comment se permettre ou s'obliger que cet imaginaire renvoie à une possibilité de réalité. Et c'est là où le film est quand même très réussi, c'est qu'à la fin, cet imaginaire, on peut accepter à la fin l'histoire qu'on nous raconte, tout en étant quand même un peu dubitatif. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais on peut y croire, quoi. Et ça fonctionne comme ça. Je vais voir d'autres réactions. Oui, pardon. Oui, je voulais juste vous demander si Fritz Lang, que je ne connais pas du tout, enfin c'est le deuxième film que je vois, le dernier c'était il y a quelques semaines, enfin il y a un mois, et le deuxième là, mais je trouve est-ce que en termes de, comme c'est un cinéaste de film noir, enfin là on est dans la période film noir si j'ai bien compris, oui. Est-ce qu'il y a eu une influence de Fritz Lang sur des cinéastes peut-être plus jeunes, enfin en tout cas, mais français comme Clouzot ou comme René Clément, parce que je trouve qu'il y a des scènes qui m'ont vraiment fait penser au Diabolique ou à Plein Soleil, de Clément. Du fait, enfin le cadavre qui revient à la surface, par exemple dans Plein Soleil, ou les couloirs que vous citiez. Oui, mais ça, ce sont plutôt des trucs de romans noirs, hein, de romans. Mais en même temps, ce que vous dites est loin d'être faux. Lang étant cinéaste allemand, bon, même s'il est autrichien, d'accord, mais de cinéaste allemand puisqu'il a commencé en Allemagne, et qu'il a été un des trois grands cinéastes allemands. Il y en a trois à l'époque du temps du muet. Il y a Lubitsch, il y a Murnau et il y a Fritz Lang. Bon, ce sont les trois grands. Et Wilder, non? Ah mais Wilder, c'est... Non, Wilder, vous voulez dire Billy Wilder. Billy Wilder, oui, mais Wilder, ça vient après, ça. Ah d'accord. Je parle du cinéma muet. Ah oui, ok. Donc, et dans le cinéma muet, il est l'un des trois grands. Donc, il appartient au cinéma allemand du cinéma muet. Le cinéma allemand du cinéma muet est important puisque c'est lui qui invente l'expressionnisme. Donc, et Lang a été traité d'expressionnisme, même si lui-même, au fond, refuse la pensée de l'école expressionniste. Il n'empêche que son utilisation des lumières, etc., et en particulier de la notion de culpabilité par le noir et le jeu justement des lumières dans ce sens-là, oui. Donc à ce moment-là, ce cinéma expressionniste a eu une influence mondiale. Non seulement en Allemagne, bien sûr, mais aussi en France, en Amérique, etc. Et donc, Lang, de ce point de vue-là, a influencé énormément de cinéastes, et en particulier, puisque vous parlez là du cinéma français, en effet, à partir de 1930, le cinéma français est très marqué par ce cinéma expressionniste allemand. Et donc, entre autres, des gens comme Carnet, tout ça, se sont inspirés, à mon avis, de façon beaucoup plus faible, parce que c'est plutôt extérieur, que dans le temps du cinéma allemand, enfin, ce cinéma allemand du muet, qui lui était très fort. Et
vous avez raison de dire oui. Bien sûr qu'il y a une influence, bien sûr. Mais cette influence-là, je trouve que c'est plutôt aux États-Unis qu'elle a eu une répercussion, et en particulier aussi par toute la flopée de cinéastes d'Europe centrale qui sont été obligés de partir justement au moment de l'hitlérisme et qui sont partis aux États-Unis à ce moment-là. Vous parlez de Wilder, et à Mankiewicz, et après Blinger, etc. Tous ces gens-là qui viennent en effet de Vienne, enfin, ou d'Autriche, même si Lang, lui, vient par ailleurs du cinéma allemand, il n'empêche que tous ces gens-là vont atterrir pendant la guerre à Hollywood et, en effet, vont devenir des cinéastes importants dans la lignée et la continuité. Mais Lang reste tout à fait, au fond, indépendant. Il influence énormément de cinéastes, même encore aujourd'hui, les jeunes cinéastes sont influencés par Lang. Ça fait partie des grands maîtres. Donc, forcément, il a une répercussion. C'est pas pour rien que, par exemple, Godard prend Lang pour exprimer le grand cinéaste américain ou allemand dans Le Mépris. C'est pas pour rien. L'admiration que tous les grands cinéastes... là, je pense à Fassbinder, puisqu'il y a une rétrospective à la Cinémathèque française sur Fassbinder. Fassbinder considérait Lang comme un de ses maîtres. Vous prenez Romer, Lang est un de ses maîtres, etc. On ne peut pas faire du cinéma si on n'intègre pas Lang. De même qu'en littérature, on peut faire de la littérature, mais il vaut mieux que vous connaissiez un peu des gens comme Cervantes et des gens comme ça, c'est quand même utile. Ouais, en peinture, c'est la même chose. Autant prendre des grands maîtres que pour s'inspirer et travailler, parce que les grands maîtres, eux, nécessairement, ont travaillé l'art lui-même. Et donc, se sont non pas emparés de l'art, ils se sont coulés dans l'art et lui ont donné ce reflet qui est indispensable de l'art. Mais par ailleurs, sinon vous avez des gens qui imitent, et les imitateurs, c'est autre chose. Ça. Ou les faiseurs. Bon, les faiseurs, c'est les faiseurs. Mais malgré tout, les faiseurs aussi s'inspirent des grands maîtres. Simplement, ils ne savent pas les utiliser. C'est un autre problème. Ça, c'est la question de l'art en général. On est un grand artiste, c'est d'abord quelqu'un comme on dit, qui a des tripes. Voilà. Et ce sont les tripes qui parlent. Chez Lang, les tripes sont là. Comment, pardon Oui, je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. Non, parce que moi, ça m'intéresserait simplement de savoir si ça vous a plu, le film, ou pas. Si vous êtes, et c'est quand même pendu. Parce que chez Lang, il y a en tout cas un souci premier d'un monsieur qui quand même fait un métier, et le métier, c'est de distraire des spectateurs, donc de ne pas les ennuyer. Et s'ennuyer dans un film de Lang, c'est quand même pas facile. Ça peut arriver, mais d'abord, le sujet ici est un tout petit peu fragile apparemment. Donc on pourrait peut-être dire, bon, d'accord, mais c'est tellement admirablement construit que, bon, et puis surtout la marche est tellement forte que vous êtes entraîné et vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, en fait. C'est là le génie de Lang. Mais il est capable d'invention et d'histoire. Enfin, il est capable d'assumer la vraisemblance. Par exemple, dans ce film, au fond, c'est quand même fait sur la vraisemblance. Mais une vraisemblance qu'à la fin, on assume. Oui, pardon. Oui, je voulais vous demander si en ce qui concerne la procédure judiciaire aux États-Unis, peut-être que les Américains ont été un peu déçus par la manière dont Lang a traité ce sujet. C'est un peu curieux comme procédure, la manière dont le procès se déroule, oui.
Dans celui-là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au public américain qui a pu voir ce film? Non. Là, quand il veut que ce soit sérieux, par exemple, si vous revoyez le Fury, le procès de Fury qui dure presque la moitié du film, ou en tout cas le grand tiers du film, c'est un admirable procès à l'américaine, justement. Alors là, très strict sur le côté américain. Ici, à partir du moment où l'histoire, au fond, est invraisemblable, puisque on inverse la chose. C'est-à-dire que le romancier est tellement incapable d'écrire un roman qu'on va faire son roman à lui. Et son roman à lui, c'est minable. Bon, si vous prenez les choses avec un peu de recul. Et en revanche, vous pouvez très bien le faire avec un peu de recul pour rigoler, parce que bon, son histoire est stupide, c'est pas grave, c'est bravo. Mais non, enfin, j'ai vu très bien la question, c'est... Ah oui, non, par rapport à la justice. Non. Oui, mais justement, je répète, Lang a fait des très beaux procès à l'américaine. Mais dans ce film-là, c'est pas sérieux. Donc il ne peut pas faire sérieux. Donc il ne fait pas sérieux. Et regardez bien comment il filme. Déjà, pourquoi met-il son juge avec un verre complètement fumé? C'est-à-dire, en d'autres termes, votre justice, normalement, la justice est faite pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, et là, d'emblée, il ne pourra jamais voir. Les parents de la domestique, pareil, etc. Il y a tout un jeu qui est d'emblée et traité de façon ironique. Donc, il ne peut pas faire un vrai procès tel qu'il le fait dans d'autres films, et en particulier, je vous parlais de Fury tout à l'heure, ou dans M. le Body, puisque vous en parliez, ou dans d'autres films où il y a des procès chez Lang. Quand c'est sérieux, c'est sérieux. Oui, alors là, il n'y a pas de problème. Mais c'est drôle parce que un jour, comment ça s'appelle, il y a une école en France, je ne sais pas s'il y en a peut-être ici d'ailleurs, de magistrats qui est à Bordeaux. Et on m'avait demandé de venir et justement parler, et j'ai choisi de parler de M. le Body, justement de Fritz Lang, sur le problème de la justice chez Lang. Et c'est tout à fait passionnant, parce que il pose réellement les questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un innocent et qu'est-ce que c'est qu'un coupable à partir du moment où nous sommes tous... Enfin, le propre même, si vous êtes dans la justice, vous savez bien que nous sommes tous coupables, enfin, nous sommes tous innocents d'être coupables, donc nous sommes tous coupables d'être innocents. Et à partir de cette phrase-là, évidemment, ça va très loin. Et donc, la justice, on ne peut pas ne pas la traiter avec un extrême intérêt, puisqu'en fin de compte, on dépend d'elle quand même. On en est... on est soumis à elle, de toute façon. Et donc, la force de Lang, c'est justement d'oser dire ce qu'est quand même... nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables à partir de... Enfin, c'est ce fameux truc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand nous naissons, un enfant, un bébé de 2 jours est innocent. D'accord. Mais au 3e jour, il commence à être coupable. Il commence à être coupable, ne serait-ce que s'il crie, il dérange tout le monde. Bon, etc. C'est-à-dire que d'emblée, la culpabilité est présente. C'est-à-dire que d'emblée, toute existence dérange obligatoirement l'existence d'autres personnes. Et donc, nécessairement, toute existence, un jour ou l'autre, a envie en rêve bien sûr, de supprimer l'existence de l'autre. Et donc, nécessairement, un jour, l'autre n'a pas envie de votre existence. Qu'on le veuille ou non, psychiquement, mentalement, nous avons tous
une possibilité de crime en nous. Simplement, nous ne le pratiquons pas et n'allons pas au bout. Bon. Et en revanche, quelques criminels vont au bout, c'est tout. Mais nous sommes tous criminels et nous avons tous cette possibilité de l'être en tout cas. Voilà. Ça, c'est la violence languienne qu'aucun autre cinéaste ne pratique. Je ne suis même pas sûr, par exemple, Shakespeare, on n'ose pas, il ne va pas aussi loin. Je prends Shakespeare parce que c'est quand même le grand dramaturge par excellence. La langue, c'est terrible, la langue, en fait. Justement, et ce film-là ne l'est pas terrible, parce qu'il ne peut pas l'être. Parce que ce personnage ne mérite pas d'être criminel. C'est tout. C'est un criminel ridicule. Il ne faut pas. On n'a pas le droit d'être ridicule sur des criminels. Ben voilà. Vous allez voir après, bon, dans le dernier film, qui est le dernier film tourné par langue, puisque malheureusement on n'a pas pu faire de film après, donc en 60, celui par lequel nous allons terminer, qui est le dernier Mabuse, puisqu'il a tourné 3 Mabuse, un en 22, un en 32 et le troisième en 60, donc reprenant le thème de Mabuse, pas forcément le personnage, puisque Lang, de ce point de vue-là, est un dramaturge, donc quand il a utilisé un personnage, à la fin du film, s'il est obligé de tuer le personnage à la fin du film, il ne va pas le faire renaître pour un autre film. Non. À ce moment-là, c'est ça. Un autre Mabuse qui arrive en 32. Et en 60, ça sera un autre Mabuse qui arrive après. Mais c'est la succession des Mabuses. Donc le Mabuse continue, mais en aucun cas, ça sera le même. Alors que d'autres cinéastes ne se gênent pas du tout, ou d'autres, des romanciers, etc., pour refaire renaître un personnage d'une œuvre à l'autre. Bon. Non, pas chez Lang. C'est très, très, très extrêmement sérieux, quoi. On ne rigole pas avec ça. Mais en plus, bon, il y a aussi cette chose, bon, je l'ai déjà dite, mais quelque chose de souvent stupéfiant chez lui. Tout le film, le premier plan, nous mène nécessairement, obligatoirement, irrémédiablement au dernier plan. Et le dernier plan, c'est le mot « fin ». The end, Hende, fin. Bon, je pense pour les 3 films, 3 langues qu'il a utilisées, l'allemand, le français, et le français une fois pour l'hélium, et l'anglais. Mais une fois que vous avez le mot fin chez Lang, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe après. Bon, ici, vous pouvez imaginer, bon, maintenant, le frère et la femme vont vivre ensemble, mais tout le monde s'en fout. Le principal, c'est qu'à la fin du film, c'est fini. Voilà. Au moins, un cinéaste qui finit un film. C'est assez rare. Voilà. Bon, ben, on va peut-être, à moins que vous ayez... Bon, de toute façon, on va se retrouver le mois prochain avec un très beau film. Alors là, bon, qui a aussi de l'ironie, mais c'est pas pareil. Bon. Alors c'est juste pour dire que c'est le 15 mai. Le 15, oui, alors le 15 mai. Le diabolique Docteur Mabuse, voilà. Ah ben on est le 17, le 18. Pardon ? C'est donc dans un mois, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.